Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre aujourd'hui. Merci à l'IBIS de nous accueillir. Lorsqu'on a eu la confirmation que Pierre Amato est en mesure de venir nous visiter dans le cadre de notre projet Frontières de la découverte, on a pensé que en fait, on l'invitait à donner une conférence, mais on pensait vraiment que c'était à l'IBIS, l'endroit le plus approprié pour lui pour présenter, contrairement à l'UCPQ, où c'est plus du domaine médical. Ici, avec son expertise en écologie microbienne, il n'y avait pas de doute pour nous autres que ça serait d'intérêt pour plusieurs personnes, puis on peut le confirmer. Donc, je vous remercie vraiment d'être venus en si grand nombre, amis, collègues et étudiants. Donc, je vais vous présenter brièvement ce chercheur qu'on s'est rencontré pour la première fois en 2013, je pense. Même avant. Avant, moi. Puis, bien sûr, on les reconnaît bien dans les congrès car son équipe et lui sont probablement parmi les seuls au monde, en tout cas les seuls dans notre réseau, échantillonnent l'air à haute altitude et échantillonnent aussi des nuages. Donc, c'était pour nous un match automatique dans notre tête. Quand on a écrit notre projet pour la découverte, on veut étudier l'air, son rôle dans la dispersion d'antibiorésistance, d'aller voir à haute altitude comme un environnement moderne en quelque sorte. Donc, la collaboration de Pierre est devenue nécessairement un incontournable, puis ça a été super fructueux. On est en fin de projet. On va avoir écrit 3 papiers dans le cadre du projet Frontières. Donc, il nous a vraiment beaucoup aidé avec Florent Rossi. D'ailleurs, Florent est un bourgeon de Pierre. Il a passé par le labo de Pierre dans le passé. Donc, ça a été super fructueux. Une super belle collaboration comme il y en a rarement, je vous dirais. Donc, afin de vous le présenter, Pierre Amato est chercheur au CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique à Clermont-Ferrand en France, au laboratoire micro-organismes, génome et environnement de l'Université Clermont-Auvergne. Sa formation académique est en écologie et climatologie et il a initié des recherches à propos de la microbiologie en 2003 à Clermont-Ferrand avec une thèse concernait l'implication de l'activité microbienne et la chimie dans les nuages, qui a été soutenue en 2006, et il était supervisé par Anne-Marie Delors, que certains d'entre vous connaissez peut-être. Nous, c'est une personne aussi avec qui on a échangé dans le passé, et Paolo Lage. Ensuite, il est allé en postdoc au Louisiana State University chez Brent Krissner sur l'activité microbienne dans la glace, donc de 2007 à 2008. Puis c'est chez Cindy Morris à l'INRAE d'Avignon, aussi une personne avec qui on échange beaucoup à l'unité de pathologie végétale en France jusqu'à 2009. Et il travaillait avec Cindy Morris sur les émissions de micro-organismes dans l'air par les couverts végétaux. Il a publié plus de 70 articles scientifiques révisés par les pairs, des incomptables nombres de résumés aussi. Donc, on est vraiment très heureux, malgré que son séjour a été moins fructueux que prévu pour lui à cause de la journée d'hier, mais je le trouve très, très prévoyante d'avoir accusé le coup mercredi pour déplacer la présentation pour aujourd'hui, parce qu'hier, ça se serait fait probablement en Zoom, ça aurait été dommage de ne pas être en place. Alors, bienvenue Pierre, puis on a hâte de t'entendre. Merci Caroline pour l'invitation, pour l'introduction, etc. Merci d'être venus si nombreux aussi, à vous tous. Donc effectivement, je vais faire une présentation un petit peu générale, je crois, sur différents aspects de ce qu'on peut appeler l'aéromicrobiome, c'est-à-dire le biome aérien en quelque sorte. Donc différents aspects avec des résultats qui ne sont pas encore publiés, beaucoup, parce que c'est ce qui est presque le plus intéressant de vous montrer les choses, les dernières choses en fait. Guide d'introduction, alors c'est une vidéo qui est issue qui est extraite d'un travail de la NASA, qui est en fait de l'illustration, donc qui montre la dynamique des aérosols, donc les particules en suspension dans l'atmosphère, la dynamique sur la planète. Donc ils ont utilisé différents traceurs, avec en bleu des traceurs marins, en vert des traceurs de biomasse de forêt, et en rouge des traceurs de poussière désertique, et on voit à quelle vitesse et à quelle échelle ils peuvent se disperser sur le globe. Donc évidemment, ce qui m'intéresse moi, ce sont les bioaérosols, donc les particules biologiques qui sont en suspension dans l'atmosphère, qui incluent des micro-organismes. Donc si on prend un échantillon d'air, ou que ce soit sur la planète, on se retrouve avec un filtre, si on récupère sur un filtre avec quelque chose comme ça, avec un tas de choses indéfinies, et puis des choses qu'un connaisseur pourrait assimiler à des micro-organismes, des bactéries en l'occurrence, si on a une notion de taille. Ici, on a 5 microns. Alors, les bioaérosols, c'est plus que des micro-organismes, ça va des particules nanométriques qui peuvent être des protéines, virus, évidemment, phages, bactéries, champignons, pollen, donc tout ce qui est d'origine biologique. Ça couvre des gammes de taille très vastes, avec des comportements dynamiques qui sont différents, effectivement. Et puis, du pollen, c'est pas la même chose qu'un virus, évidemment, en termes d'écologie.
Donc, si on regarde cet échantillon au microscope, en l'occurrence, donc vous avez sûrement tous déjà vu quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on peut marquer la matière qui contient des acides nucléiques et révéler finalement ce qui est potentiellement vivant. Donc, on a quelque chose comme ça au microscope à épifluorescence pour un échantillon de nuages, hein, en l'occurrence. Et puis, encore une fraction de cette partie d'échantillon peut être cultivée sur mes cultures. Donc là, ici, je vous montre une culture d'autres nuages sur une boîte de pétri. Donc, ça fait 9 cm de diamètre, si jamais vous ne le savez pas. Donc, on peut constater qu'on a déjà une grande diversité bactérienne et fongique viable dans des échantillons atmosphériques à relativement haute altitude, à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Euh, bon, alors l'atmosphère, quand même, c'est un milieu qu'on peut considérer comme assez drastique pour la survie des micro-organismes, hein. On n'a pas beaucoup d'humidité la plupart du temps. Il fait relativement froid. Euh, on a des hauts niveaux d'UV, des concentrations en oxydants qui sont éventuellement élevées. Alors, par modélisation, les gens ont pu modéliser justement qu'on avait, enfin des équipes sous Anna Burroughs notamment, a pu modéliser que le temps de résidence d'une bactérie, une bactérie moyenne, c'est-à-dire un micron, dans l'air était autour de 3 à 4 jours. Bon, d'accord, ce qui laisse le temps de faire le tour de la planète, hein, plus ou moins. Encore faut-il survivre, c'est bien de se transporter, mais si on veut avoir une chance de se disperser de manière efficace, il faut pouvoir survivre. Donc, on a fait des manips en chambre de simulation où, par exemple, chez Pseudomonas syringae, on a pu mesurer un temps de demi-vie en chambre de simulation de l'ordre de 4 à 5 heures, enfin 4,5 heures en gros. Pendant ce temps-là, les cellules sont exposées à donc toutes les conditions d'oxydant, d'UV, éventuellement de dessiccation, etc. Ce qui fait qu'en gros, on peut estimer qu'une cellule sur 1 million va survivre à son transport atmosphérique moyen de 3 à 4 jours. Donc très peu. C'est un filtre sélectif qui est très important. C'est une moyenne, hein. On sait qu'on a une survie qui est améliorée par la formation d'agglomérats, par exemple, puisque ça protège les cellules les unes avec les autres. Enfin, ça protège les cellules de la dessiccation ou des stress extracellulaires. Et puis, on sait aussi, des équipes ont montré aux États-Unis notamment, que les micro-organismes gardaient la capacité de répondre aux conditions environnementales, bien qu'elles soient en suspension dans l'air. C'est-à-dire que des bactéries en suspension dans un rotating drum et en présence d'un substrat carboné potentiel, comme de l'acide acétique, vont élever leur concentration, leur quantité de ribosomes en réponse à la présence du substrat. Ce qui fait qu'on comprend bien qu'elles sont encore en train de percevoir l'environnement et de réagir aux conditions du milieu. Alors ça soulève en fait pas mal de questions. Bon, la première question, c'est quelle est la diversité qui se promène dans l'air? Qu'est-ce qui la détermine? Une des questions qui a beaucoup orienté mes recherches, c'est est-ce que l'atmosphère peut être considérée comme un habitat pour les micro-organismes, même s'il est temporaire, hein, 3-4 jours, mais un habitat quand même. Est-ce que voire même un écosystème, pourquoi pas? Tout est une question de définition. Et puis, quels impacts ça a sur les processus atmosphériques? Le fait qu'on ait des micro-organismes éventuellement viables. Comment est-ce qu'ils interagissent avec les processus atmosphériques, chimie, microphysique, hein. Je ne parle pas de météorologie ou de climatologie. Donc voilà, c'est ici que j'étudie ça, à Clermont-Ferrand, donc en France. Bon, je suppose que vous savez à peu près où ça se trouve, la France. Clermont-Ferrand, c'est au centre ici de la France, plus ou moins. Et on a la chance d'avoir le Puy de Dôme, qui est la montagne qui domine la ville, à 1500 mètres d'altitude à peu près, avec un observatoire qui est historique sur ce site, qui date de 150 ans, à peu près, un peu plus de 150 ans. Donc, un observatoire météorologique dans lequel on peut étudier la composition de l'atmosphère. Et je crois que c'est unique. On a un laboratoire de microbiologie sur l'observatoire. Donc ça, je crois que c'est à peu près le seul au monde où on peut prendre des échantillons, les processer directement au sommet du Puy de Dôme et après les analyser. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une station atmosphérique qui est labellisée Global Atmospheric Watch, donc les gaz à effet de serre, donc c'est réseaux internationaux, Actrice pour l'observation des aérosols, donc ça c'est réseau européen. Et c'est géré par des collègues de l'Observatoire de physique du globe, donc deux collègues ici. Et donc on a des hauts afflux laminaires, etc. en haut, des systèmes pour récupérer des nuages dans des conditions stériles, c'est important dans notre cas, et tout ce qu'il faut au niveau météo, analyse des gaz, etc.
On a également un modèle prévisionnel, donc ça c'est un petit modèle finalement qui a été développé par des collègues, mais qui nous prévient de l'arrivée d'un nuage sur le site. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire il va faire nuageux ou pas, il faut qu'on ait du nuage à l'altitude qui nous intéresse si on veut les collecter. C'est pas non plus magique, on les aspire pas complètement non plus. Donc ça c'est très, à la limite j'allais dire c'est très opérationnel, c'est très pratique pour nous parce qu'on est à 1 heure de route, on peut dire allez on va échantillonner en fonction de ce que prévoit la météo. On est vraiment obligé d'être réactif en fait à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui drive la diversité? Qu'est-ce qui détermine la biodiversité finalement dans l'air? Ben, c'est d'abord les sources. C'est-à-dire, c'est d'abord ce qu'on a à la surface de la Terre qui va déterminer ce qu'on trouve dans l'air. Alors, il n'y a pas de miracle, hein, on a pu le vérifier, mais en fait, si on regarde au niveau bactérien, en tout cas sur des amplicons 16S, si on regarde la biodiversité qu'on a dans les nuages, dans l'air ou dans les eaux de surface, dans les sols en surface, on a les mêmes taxons, quoi. Il n'y a pas d'organisme qui soit spécifique à l'atmosphère. Enfin, on ne les a pas encore trouvés. Donc c'est assez logique, hein. On a un brassage entre la surface qu'il y a dans l'air, etc. On a pu quand même, par contre, au cours de différents projets, donc là c'était un projet, bon, ANR, c'est une agence de financement française, on a pu étudier la biodiversité et sa dynamique au sommet du Puy-de-Dôme, donc à l'échelle de la semaine, pendant plus d'un an et demi, et montrer qu'on avait une saisonnalité de l'abondance de différents taxons. Donc ça, c'est logique, c'est lié à la saisonnalité de la végétation sur le site, c'est-à-dire qu'on a des pics de, par exemple, hyménobactères en automne, en hiver, des pics de sphingomonas au moment où on a de la végétation. Donc tout ça, ça s'explique bien. On a pu vraiment générer des assez belles données comme ça en QPCR et en séquençage d'amplicants. Et puis, bon, Florent, ici présent, et dans le cadre du projet qui m'amène ici, on a pu aussi renseigner sur le même jeu de données qu'ici, en fait, en réutilisant les mêmes échantillons, la présence de gènes de résistance aux antibiotiques. Dans un panel de gènes, il y a 40 gènes de résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment une étude presque de 2 ans où on a pu regarder la saisonnalité, la, la- la diversité des gènes de résistance aux antibiotiques dans cet environnement pourtant, on va dire, remote. Euh, alors, ce qui est dans les nuages, Florent a pu s'intéresser en particulier aussi aux masses d'air nuageuses, en particulier, parce que là, on était sur des masses d'air nuages, pas nuages, un petit peu mélangés. Et au niveau des nuages, on a une diversité qui est apparemment un peu plus élevée en termes de gènes de résistance aux antibiotiques. On a toujours, quel que soit le nuage, des gènes de résistance. C'est logique, hein, on a des bactéries. Et on s'intéresse aussi d'un autre côté, on ne fait pas que de regarder ce qu'il y a, en fait, on essaye de l'expliquer par rapport à l'origine des masses d'air. Donc on fait des simulations numériques de l'origine des masses d'air, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elles viennent, et essayant d'identifier des zones sources, finalement, à partir de ces trajectoires de masse d'air. Donc ça, c'est vraiment une spécificité qu'on développe avec des collègues physiciens. Et on essaye de comprendre un peu la dynamique de nos échantillons. Bon, donc évidemment, ce qui influence la biodiversité atmosphérique, c'est les sources, la dynamique atmosphérique. Il n'y a pas trop de magie là-dessus. Alors ensuite, on s'amuse à traquer, on s'amuse entre guillemets, hein, mais à traquer les micro-organismes depuis les nuages jusqu'au sol pour comprendre d'où vient, enfin, comment est-ce qu'on peut appréhender ce qui nous tombe sur la tête finalement avec les précipitations. Donc là, c'est juste c'était un peu une preuve de concept qu'on arrive à faire, qu'on arrive à suivre euh, la biodiversité depuis le nuage jusqu'à la surface avec les précipitations. Et donc donc c'était assez rigolo à faire. On a effectué des analyses coordonnées de nuages et de pluie en même temps, à 800 mètres d'altitude, d'écart d'altitude. Et on a analysé les échantillons de manière associée, appariée, parce que c'est les mêmes masses d'air. Et donc, comme traceur, on a utilisé la composition chimique, en fait. C'est-à-dire que on a un site au Puy-de-Dôme où on est situé à plusieurs centaines de kilomètres de l'océan. OK. Donc, on s'est intéressé à caractériser la composition chimique et on constate, par exemple, si on regarde la composition en sodium dans le nuage, elle est à peu près 100 fois plus concentrée que ce qu'on a dans la pluie. Ce qui veut dire qu'on a de la dilution et on n'a pas de source locale de sodium. Donc, on a quelque chose qui se dilue au moment où la masse d'air va retomber. Donc, les sources les plus lointaines, finalement, sont diluées entre le nuage et la pluie. À l'inverse, les sources plus locales, il y en a plein la colonne d'air, comme les nitrates, sont plus chargés dans la pluie que dans les nuages. Et on a pu appliquer la même philosophie finalement sur la biomasse bactérienne et la biodiversité. Donc ce qu'on a pu montrer, c'est que la plupart de la biodiversité dans la pluie
est de source locale. La plupart de la biomasse dans la pluie est de source locale. La plupart des bactéries viennent de la colonne d'air qui est en dessous du nuage. Mais une grande part de la biodiversité est amenée par le nuage, c'est-à-dire est d'origine exogène. Donc ça amène des nouvelles espèces finalement en permanence en permanence, chaque fois qu'il pleut, en tout cas pour les dépôts humides, donc sur les écosystèmes de surface. Et évidemment, donc on s'est intéressé à faire du métabarcoding un petit peu sur ces échantillons pour essayer de comprendre quels organismes venaient du nuage, quels organismes étaient plus affiliés à notre zone, etc. Donc on peut voir que les organismes qui se transportent le plus finalement sont des grammes positifs, en l'occurrence des Staphylococcus, Bacillus, qui paraissent assez résistants. Et puis au niveau plus local, on a des choses comme des Massilia, Pseudomonas, donc des choses affiliées à la végétation. Donc ça c'est logique sur notre site, on a beaucoup de végétation. Bon, c'est juste une façon d'appréhender et de traquer les micro-organismes, savoir d'où ils viennent et où ils vont en fait. On a ensuite pu, donc c'était le travail de Kevin Dillon, j'ai vu qu'il était là en visio, donc sur Zoom, et on a pu déterminer des flux finalement, parce que ce qui nous intéresse, c'est la quantité de biomasse et de biodiversité qui peut tomber dans les écosystèmes de surface. Et on s'est intéressé en particulier aux organismes photosynthétiques parce qu'on peut les quantifier assez facilement par fluorescence. C'était aussi un des intérêts. Et puis, on avait des questions qui étaient soulevées par les gens qui travaillent sur les lacs. Quels sont les entrants atmosphériques sur nos systèmes, en termes d'algues en l'occurrence? Alors, en juste regardant la pluie et en monitorant dans la pluie, on a pu leur donner une estimation de la biomasse à algues photosynthétiques qui tombait dans le lac d'Eda, à côté de Clermont-Ferrand, donc 10 puissance 9, 10 puissance 12 cellules photosynthétiques chaque fois qu'il pleut, enfin chaque jour de pluie. Donc, c'est très peu, hein, évidemment. En rapport à la surface du lac, c'est une valeur. Bon. Et on a pu mettre une preuve de concept pour nous, c'est-à-dire qu'on pouvait suivre également des organismes pathogènes. Donc c'était intéressant, on peut voir des vagues comme ça d'organismes pathogènes comme Phytophthora dans les précipitations. C'est quelque chose qui est intéressant pour le monitoring, c'est facile à collecter, la pluie, c'est une colonne d'air, donc c'est assez intégratif. Dans le même ordre d'idée, on a pu quantifier les bactéries glaçogènes dans les précipitations et regarder les flux, leur évolution annuelle, etc. Et montrer qu'ils étaient déplétés dans les nuages par rapport aux précipitations. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une bactérie glaçogène, donc voilà, on a de l'eau surfondue à moins 8 degrés, donc je ne sais pas si ça marche, ça doit, hop. Ah, pardon, donc voilà, de l'eau surfondue à moins 8 degrés, donc elle n'est pas gelée, fondue, non? Et on injecte dedans une bactérie qui a la capacité d'être glaçogène, justement, qui fabrique une protéine qui a la forme d'une crème de glace. Ce qui se passe, elle fait geler l'eau immédiatement. C'est intéressant pour nous parce que ça a tendance à induire la formation de précipitations par des phénomènes physiques. Donc si le nuage gèle, il change de propriété radiative et en plus il tombe. Donc on a pu suivre la quantification de ces bactéries glaçogènes, voilà, dans les précipitations. Bon, voilà. Juste pour quelques éléments à propos de la dynamique et de la biodiversité qu'on trouve dans l'atmosphère. Alors, voilà, si on se pose la question de l'atmosphère en tant qu'habitat, donc je reviens sur la boîte de pétri de tout à l'heure. Donc on a juste à partir de ça, on peut dire beaucoup de choses. On a une grande diversité, donc comme je vous le disais, certaines pigmentations quand même. Voilà, je pense que ça peut sauter un petit peu aux yeux. Les rouges notamment, caroténoïdes. On a aussi des algues. Alors évidemment, ça pousse pas dans les mêmes conditions. Ça, c'est que les hétérotrophes. Bon, ça nous permet de les quantifier, quels sont les viables, etc. Alors, depuis qu'on travaille sur les nuages, c'est à peu près depuis 2003. Bon, on a isolé beaucoup de souches, évidemment, on pourrait faire ça toute notre vie. On a quasiment 2000 souches maintenant au congélateur. Alors, les plus fréquentes qu'on a, c'est des pseudomonas, sphingomonas, c'est-à-dire des choses très généralistes, en fait. Alors, ils poussent bien sur notre milieu de culture, hein, mais en plus, je crois qu'ils sont abondants souvent dans l'air, sur la planète, en particulier sur les zones végétalisées. Donc évidemment, on a pu faire quelques génomes, décrire des nouvelles espèces. Bon, ça c'est un moment à nos heures perdues un petit peu parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais nouvelles espèces notamment de levures, Diosegia hungarica, enfin une nouvelle souche en tout cas, parce que de nouvelles espèces, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais bon, voilà, des choses assez mal connues finalement en général. Donc si on choisit quelques archétypes, j'ai pris trois archétypes en fait de bactéries viables qu'on trouve dans l'atmosphère. Le premier, le plus abondant et le plus emblématique, j'allais dire, c'est Pseudomonas, alors species, mais syringae.
notamment, celle qui est capable de faire geler l'eau. Alors, grande flexibilité métabolique, elle peut accepter beaucoup de substrats carbonés notamment. C'est ce qu'on appelle un généraliste, ce qui paraît avantageux dans un environnement très variable. Capable de capacité glaçogène, certaines souches, intéressant. Capable de faire des surfactants, donc ça peut aider à la formation des gouttelettes de nuages, c'est-à-dire que ça aide l'eau à s'étaler sur les surfaces. Donc ça, c'est aussi éventuellement intéressant pour sa survie dans l'atmosphère. Beaucoup de Pseudomonas produisent des sidérophores, donc ça peut être en lien avec la capacité pathogène, mais c'est aussi... Donc sidérophore, c'est pour aller chercher le fer dans l'environnement. Donc c'est très compétitif dans un environnement où il n'y en a pas beaucoup, justement, d'aller chercher les nutriments plus efficacement que les autres. Donc voilà quelques traits de Pseudomonas. Sphingomonas, un autre organisme abondant. Alors pareil, très généraliste. Là, on peut voir clairement, c'est pigmentation, caroténoïde. Caroténoïde, ça veut dire protection contre les UV, contre le froid, psychotolérance, donc chez ces organismes. Et beaucoup d'antibiotiques résistance, justement, aussi, c'est chez ces Sphingomonas, qui pourrait, dans l'idée, leur conférer une certaine résistance dans des conditions stressantes, même en l'absence d'antibiotiques. Alors bon, ça, on pourrait en discuter, mais c'est quelque chose que voulait explorer Caroline avec Florent. Bon, je ne vais pas en dire plus. Et une autre espèce un peu emblématique, un autre genre un peu emblématique, c'est Methylobacterium, une autre alpha-protéobactérie qui est capable de photohétérotrophie. Alors ça, j'y reviendrai dessus parce que c'est pas rien. On a fait des manips qui sont absolument cas d'école quoi là-dessus. Tellement elles étaient, je trouve, belles, quoi. Pigmentation, caroténoïde, donc encore chez ces bactéries. Méthylotrophie, évidemment, comme son nom l'indique, capable de manger des composés en C1, qui sont abondants, comme formiate, formaldéhyde, méthanol, qui sont abondants dans l'air, c'est souvent des volatiles. Donc ça paraît intéressant. Et puis, de nombreux enfin, les méthylobactériums sont souvent capables de fixer l'azote atmosphérique, N2, donc en faire de l'azote bioassimilable. Donc ça, c'est assez intéressant également si on se place dans la perspective de survivre dans un milieu un petit peu difficile. Alors évidemment, ces souches de labo, bah, c'est autant de modèles en fait qu'on peut étudier justement pour leur fonctionnement métabolique, leur flexibilité métabolique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais on met en place des manips en labo, on expose à la lumière solaire, pas à la lumière, etc., dans différentes conditions. On a pu faire des études de métabolomique, donc en gros RMN, spectro de masse, où on regarde la façon dont ces souches répondent par exemple aux oxydants ou répondent aux chocs thermiques. Bon, en fait, on n'a rien découvert de nouveau dans ces métabolismes. C'est juste des métabolismes assez efficaces dans la réponse à ces stress. D'accord? Est-ce qu'ils sont plus efficaces que des souches qui ne vivraient pas dans cet environnement? On n'a pas pu le démontrer. Bon, on a fait des études de laboratoire, hein, c'était déjà assez intéressant en termes de développement méthodologique. Alors là, je vais en venir à la... Donc ça, c'est des manips qui sont toutes récentes, donc c'est la première fois que je les présente, je pense. En fait, on a pu aller en chambre de simulation atmosphérique. On a un réseau européen en Europe de chambres de simulation dans lesquelles on peut injecter du matériel. Notamment, on a une chambre à Gênes, en Italie, qui accueille le matériel biologique, qui est faite pour les manips de biologie. Et donc, on voulait tester chez Methylobacterium l'avantage que pourrait être procuré par la photohétérotrophie. Alors, cet organisme, il est capable d'anoxygénique photosynthèse, c'est-à-dire de faire de la photosynthèse qui ne fixe pas de carbone, qui ne rejette pas d'oxygène. Ça sert juste à récupérer l'énergie solaire pour fabriquer de l'ATP. Déjà, ça soutient le métabolisme. Donc, ça peut être intéressant dans les environnements oligotrophes, les environnements où on n'a pas beaucoup d'accès aux nutriments, etc. Donc, ça, c'est dû à un pigment qui s'appelle la bactériochlorophylle. Et donc, on a étudié une bactérie qui est isolée des nuages, évidemment, chez laquelle on avait mis en évidence la présence du gène PUF-M, c'est-à-dire qui est capable de synthétiser de la bactériochlorophylle. Ok. Et chez une souche chez laquelle on pouvait contrôler le phénotype, c'est-à-dire suivant comment on la fait pousser, elle va exprimer ou pas cette capacité à capter la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser deux clones différents, on utilise la même souche et on contrôle le phénotype. C'était assez intéressant pour éviter les biais qu'on pouvait avoir avec l'utilisation de clones différents. Alors, bon, juste pour ceux qui utilisent des chambres, au cas où ça peut vous intéresser, on utilisait un slag pour aérosoliser. Donc ça, c'est ce qui se fait de mieux pour la viabilité, apparemment.
C'est ce qu'ils utilisent en tout cas à la chambre, en échantillonné par impingement avec des SKC samplers. Donc classique, hein. Voilà, on a un setup où on injecte les bactéries, soit phototrophes, soit pas phototrophes. On les laisse à peu près 4 heures, enfin, exactement 4 heures en fait, dans la chambre. Et au cours du temps, on mesure la viabilité, la cultivabilité, la quantité d'ATP et le nombre de cellules totales, quoi. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des résultats. Ce qu'on montre, c'est qu'on a toujours plus d'ATP dans les cellules qui sont capables de phototrophie. Donc, ça soutient bien le métabolisme, le fait de capter la lumière, même dans des cellules en suspension dans l'air. Et on a surtout un taux de survie qui est grandement amélioré chez les bactéries phototrophes, c'est-à-dire qu'on ne mesure même pas du tout de décroissance de la viabilité. C'est-à-dire qu'elles sont capables de rester, en théorie, infiniment en suspension dans l'air, vivantes en tout cas. Elles sont évacuées par sédimentation, hein. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'elles ont un temps de résidence plus court parce que les cellules sont plus grosses. Elles font 1,2 micron au lieu de faire 1,1 micron. Ça réduit leur temps de résidence de 1,7 fois. Donc elle va moins loin, mais elle a toutes les chances de survivre. Donc finalement, là, en tout cas, dans mon idée, c'est vraiment une adaptation, enfin, c'est une fonction qui est très ancienne, la photosynthèse anoxygénique. Les spécialistes se demandent un peu comment ça se fait que c'est maintenu dans l'évolution, parce que c'est lourd à maintenir, c'est pas si avantageux que ça. Donc il se pourrait que l'avantage qui est procuré lors du transport atmosphérique soit en partie, en tout cas, responsable du maintien dans l'évolution de ces bactéries. Et le fait qu'on en trouve partout sur la planète, à très faible abondance, dans plein de groupes différents, c'est peut-être parce que justement, ça les aide à survivre lors du transport. Bon, voilà, c'est l'idée qu'on va en tout cas proposer avec ce papier. Ouais, ça, c'était pour plus de détails sur la même manip. Mais alors là, s'il y a du son, ça va poser problème. C'était pour faire une petite transition, ça va poser problème. Vous écoutez pas ce qu'ils disent parce qu'en fait, il y a des collègues. Ah non, pardon. Collègues allemands qui étaient avec moi à ce moment-là. Donc voilà le site d'échantillonnage. Donc c'est le site d'échantillonnage au sommet du Puy de Dôme. Ah pardon, ouais, exactement. Voilà. Donc au sommet du Puy de Dôme. Donc ça on avait la chance d'arriver au bon moment en fait pour pouvoir capturer ça. C'est en temps réel, hein, c'est pas du tout accéléré. Donc nous on travaille ici en général au sommet de la station, c'est pour vous montrer bah, la transition en fait entre la masse d'air nuage, la masse d'air sèche, à quelle vitesse ça vient et vraiment on se fait engloutir par je sais pas, un milieu aquatique peut-être, on pourrait dire. Non, mais du coup, c'est un petit peu ça, c'est comme ça qu'on essaie de l'envisager. Donc voilà, je vais en venir plus particulièrement au nuage, ce qui est vraiment le focus de ce qu'on peut faire. On ne va pas le regarder 50 fois. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans l'atmosphère, donc je vous disais, c'est un milieu qui est pas facile a priori, mais quand la température diminue, enfin quand les conditions thermodynamiques sont favorables, l'eau se condense sur les particules qui sont en suspension. Donc les nuages, en fait, ce sont des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air qui sont trop petites pour tomber. Donc elles restent en suspension. D'eau liquide avec donc un tas de composés dissous dans l'eau, des composés organiques à des concentrations micromolaires, hein. Beaucoup d'acide carboxylique notamment, d'aldéhyde, euh, azote, donc ammonium, nitrate, acide aminé, phosphore, des métaux, du fer, on a tout ce qu'on veut, hein. Donc, par contre, on n'a pas beaucoup d'eau, 0,5 millilitres par mètre cube d'air, donc c'est pas beaucoup. Si on veut travailler dessus, en tout cas, pour avoir assez d'échantillons. Les gouttelettes font de l'ordre de 5 à 100 microns. Bon, suivant les conditions, après, elles finissent par tomber. Mais bon, 15% de l'atmosphère est occupée par les nuages, un temps de vie qui est court, et ce sont considérés comme de véritables réacteurs chimiques. Il se passe plein de choses là-dedans, avec le côté multiphase et la lumière du soleil. Donc c'est intéressant comme système dans l'atmosphère à étudier pour de multiples raisons. Alors par exemple, si on prend un échantillon de nuages ou de pluie, on le récupère au labo, on se doute bien, on constate que les micro-organismes qui sont dedans vont être capables de se multiplier après un petit temps d'adaptation. Ce qui montre bien qu'on a tous les nutriments pour les hétérotrophes, en l'occurrence, hein, c'était au noir là. Et puis on a les organismes viables qui sont dedans, qui trouvent ce qu'ils veulent. Bon. Alors, donc une des questions qu'on s'est posées, qui était un des drivers pour les recherches au niveau des dernières années, c'est est-ce que finalement ces masses d'air aquatiques peuvent être considérées comme des oasis? Je trouve que le terme était pas mal parce l'image est assez
assez juste dans le sens où des zones où avec de l'eau et des nutriments par rapport à quelque chose autour qui est tout sec et hostile a priori, quoi. Donc voilà la question qu'on s'était posée. L'hypothèse, c'est que l'eau condensée favorise les processus biologiques, évidemment. Donc on ne savait pas trop comment aborder la chose. Donc ce qu'on a fait, c'est ouais, une approche non ciblée de métagénomique, métatranscriptomique pour essayer de voir le maximum, si on peut dire, de choses qui pourraient être induites par la présence de nuages. Donc en fait, donc c'est assez déjà difficile à faire en environnement normal, on va dire, au sol. Donc en plus, dans les nuages, là, il a fallu qu'on développe pas mal. Donc on a utilisé des impingers à haut débit, des aspirateurs liquides, en fait, remplis de RNA parce qu'on a besoin de fixer l'échantillon au moment où on le récupère, puisqu'on travaille sur des échantillonnages de plusieurs heures. Donc on veut pas regarder le profil de gènes dans l'échantillonneur, on veut vraiment avoir ce qui se passe dans l'air. Donc, travailler à très haut débit avec multiplier les sampleurs hein, en fait, pour en avoir le plus possible, augmenter notre signal, en fait. C'était ça le problème. Et donc, on a effectué une analyse comparative nuages contre atmosphère sèche. Bon, voilà, on a dû développer des workflows avec Galaxy, avec l'aide de Galaxy, des spécialistes et tout. Et donc, tout au Puy-de-Dôme, tout au même endroit, pour éviter le biais du site, et en essayant de travailler sur le plus de masse d'air possible pour gommer des variables annexes, quoi, l'influence d'autres variables comme la température, la saison, etc. D'essayer d'avoir quelque chose d'un peu statistique, quoi, ce qui est pas facile en général. Mais... Donc, ce qu'on peut montrer, donc si on compare juste la biodiversité pour l'instant et la biomasse, c'est qu'on a la même, on va dire pour résumer, la même biomasse par unité de volume d'air dans le nuage que dans l'air sec, ce qui suggère qu'on n'a pas vraiment de multiplication, ou en tout cas, on ne la détecte pas. Juste, c'est plus variable dans l'atmosphère sèche parce que la situation météorologique est elle-même plus variable. Des fois, le nuage, les conditions sont assez convergentes. Il fait toujours plus froid, il fait forcément toujours humide, etc. Donc, on a quand même, donc, même biomasse, la même biodiversité, si on veut résumer. C'est-à-dire qu'on trouve les mêmes groupes. Si on prend tous nos jeux de données, il n'y a pas d'espèces qu'on trouve que dans les nuages ou que dans l'air sec. Alors après, on a des petites tendances. Par exemple, la Cocuria, qui vit dans les milieux aquatiques, normalement, semble plus abondant dans les nuages. Semble, parce que la pouvoir statistique, enfin, la puissance statistique n'est pas forcément très bonne là-dessus. Mais bon, on peut retenir qu'on a la même diversité. Par contre, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on a déjà plus d'ARN, ARN total, dans les nuages que dans les masses d'air sèche. Ce qui suggère déjà qu'on a une activité un peu plus importante. Alors, si on analyse, alors, je vais vous le résumer parce que sinon, il y a plein d'étapes. On a travaillé au niveau de l'ontologie de gènes, c'est-à-dire des fonctions, et pas du gène en lui-même, parce que ça devient un peu trop précis ensuite, et on n'a pas la résolution dans les bases de données, ni avec notre jeu de données d'ailleurs. Alors ce qu'on observe, c'est que, alors, pour moi c'était extrêmement intéressant, on observe une réactivation de plein de processus biologiques dans les nuages, hein, en réponse à l'eau. Donc c'est vraiment très similaire à ce qui se passe dans les sols quand il pleut, les sols secs. Quand il pleut sur un sol sec, ça booste l'activité microbienne et c'est un processus qui s'appelle le Birch Effect, le nom du découvreur. Donc en fait, ce qu'on met simplement en évidence, on pouvait s'y attendre, hein, c'est un Birch Effect dans l'atmosphère qui est lié à la condensation d'eau, donc qui va booster l'activité microbienne. Et c'est tout, en fait, non, enfin, je veux dire, c'est la démonstration de ça, c'est-à-dire de réactivation de processus biologiques en réponse à la présence d'eau. On a pu montrer, enfin, vraisemblablement, il y a beaucoup de choses qui convergent vers cela, c'est la germination des spores fongiques, aussi, quelque chose qu'on pouvait concevoir, hein, mais on le voit si on compare un transcriptome de labo germination de spores fongiques avec ce qu'on a, c'est quasiment du, du, du copier-coller, quoi. Donc, bon, ça reste des pistes de transcriptomique, hein, je veux dire, c'est toujours avec un certain niveau de certitude. On voit qu'on a un niveau de stress oxydatif qui est moindre dans les nuages que dans l'air sec, donc une protection qui est apportée par l'eau, hein, ça paraît aussi assez sensé, mais aussi beaucoup de famine, c'est-à-dire que les micro-organismes manquent de carbone, d'azote, apparemment. Et alors ça, on ne l'attendait pas trop, parce que si on prend je vous le disais tout à l'heure, on a des micromolaires de carbone, finalement, des micromolaires d'azote. Comment ça se fait qu'il manque de nutriments? Alors ça, on y reviendra un petit peu après, mais c'est à cause de la distribution en gouttelettes, finalement. Euh, une gouttelette,
c'est pas c'est pas le bulk. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gouttelettes qui sont abiotiques, où il n'y a personne. Et en fait, on a quelques gouttelettes où on a des cellules. Et finalement, c'est ces environnements-là qui nous intéressent avec un accès limité au substrat. Je reviendrai un peu après là-dessus. Euh, et donc, pour répondre à ces problématiques de starvation, les eucaryotes, notamment les champignons, ben, euh, développent des processus d'autophagie, macropexophagie, donc vont recycler les peroxysomes notamment. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de lutter contre les stress oxydatifs, ou moins en tout cas. Donc, ils vont recycler les structures pour récupérer un petit peu les nutriments, l'énergie, etc., qui pourraient en être associés. Donc ça, c'est actuellement, je viens de recevoir les proofs ce matin, donc c'est très récent. Ouais, voilà pour le résumé. Donc, bon, quelque chose qu'on aurait pu faire dès le début, mais là, que les techniques de omics un peu plus récentes nous ont permis de faire finalement que récemment. Donc voilà, c'était le travail d'une thésarde, enfin d'une personne en thèse qui est maintenant au Danemark. Donc voilà. Alors après, ce qu'on peut se poser, est-ce que c'est avantageux pour les organismes? Est-ce que c'est plutôt risqué finalement de commencer à avoir un métabolisme avant de retomber au sol? Si on sait qu'on a 10, 11 cycles de condensation-évaporation dans l'air avant que l'eau retombe, etc. On ne sait pas. Je ne sais pas si c'est avantageux ou pas. Est-ce qu'on pourrait se dire, ah ben, c'est un avantage de commencer à être actif avant de retomber pour prendre un petit peu d'avance sur les autres. Mais d'un autre côté, si le nuage s'évapore, on a mis tout un processus en route qui nous sert à rien et on va se retrouver sans peroxysome ensuite, donc comme pour lutter contre le stress oxydant. Donc bon, voilà, ça ouvre d'autres questions pour les processus d'invasion en tout cas. Donc bon, si on revient au nuage et une certaine comparaison avec les autres compartiments aquatiques, alors on a fait des manips très simples, hein, on a quantifié les activités enzymatiques dans les nuages, dans les précipitations, dans les rivières, dans les lacs, avec les mêmes protocoles, au même moment, etc. Et donc, bon, on a quantifié des activités bêta-glucosidase, par exemple, ici. Donc, évidemment, elle est moindre, hein. Ici, on a les nuages, ici, on a les milieux aquatiques, ici, les sols. Elle est moindre dans les nuages en termes absolus. Par contre, si on normalise par la biomasse, on voit que dans les nuages, on a une activité qui est au moins équivalente à celle qu'on a dans les lacs. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, la cellule, elle est aussi bien dans le nuage que dans le lac, potentiellement. Ce n'est pas le cas dans la pluie, où on doit avoir beaucoup de matière morte, finalement. Beaucoup de cellules mortes, plus dans la pluie, finalement. Euh, et alors, il y a une théorie qui explique que, donc, qui est développée par Sin Sabo en 2009, qui explique que l'activité enzymatique qui va cibler le carbone et l'activité enzymatique qui va cibler le phosphore s'alignent selon une ligne 1-1, comme ça. Donc, si on mesure bon, en termes d'unité d'activité enzymatique, et donc ça montre que si ça s'aligne comme ça, il n'y a pas il n'y a pas de limitation nutritionnelle. Donc ça, c'est le cas parfait, etc. Et donc, alors les graphiques, il doit manquer un petit peu quelque chose là, mais en fait, bon, vous voyez très bien que si on compare donc, ce qu'on trouve dans l'atmosphère, nuages, pluie, avec les milieux aquatiques, ça s'aligne absolument. C'est-à-dire on rentre totalement dans la théorie, en tout cas, le côté carbone-phosphore, un peu moins vrai pour carbone-azote. Mais carbone-phosphore, on est exactement dans la théorie stoïchiométrique, c'est-à-dire que le nuage se comporte comme un milieu aquatique normal, entre guillemets. Donc tout ce qu'on peut développer comme modélisation ou comment on appréhende le système en termes d'interaction entre les organismes et l'environnement chimique peut s'appliquer au nuage. Ça, c'était intéressant pour nous, pour les modélisateurs. Comment est-ce qu'on peut modéliser ce qui se passe en termes de biologie, etc. Bah, tu reprends la même chose que ce qui se passe dans les lacs, tu l'appliques à tes nuages. Bon, bon, ça pareil, c'est pas publié. Bon, on verra ce qu'on en fait, mais bon, voilà. Alors, pour suivre là-dessus, c'est donc comment est-ce qu'on appréhende l'interaction avec la chimie finalement au labo? Donc nous, on l'a fait de manière très simple au début, enfin depuis le début, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon de nuage, bon, on l'amène au labo, après on le filtre, on le garde pour enlever les micro-organismes, on le garde tel quel, et on l'incube en conditions lumière, pas lumière, pour voir les effets de la photochimie, de l'activité biologique, etc. et comparer les deux. Donc ça, c'est très simple. Et ensuite, on suit au cours du temps la composition chimique, par exemple. OK, donc composition en acétate au cours du temps dans l'eau de nuage, en présence ou en l'absence de micro-organismes. Donc on voit si la concentration en acétate dans le nuage, si on n'a pas de micro-organismes,
elle ne bouge pas. Donc si on a de la dégradation d'acétate dans le nuage, c'est à cause de l'activité biologique, en labo en tout cas. Après, pareil sur le formiate, l'oxalate, etc. L'oxalate, c'est l'inverse, hein. Les organismes ne le touchent pas, mais c'est la lumière qui va le dégrader. Le formaldéhyde, c'est un mélange des deux, etc. Après, on a développé des méthodes un peu plus pointues, c'est-à-dire non ciblées, un peu comme les omics en biologie, mais en chimie, c'est-à-dire FTIC-RMS. On regarde toutes les molécules organiques et on regarde leur composition en CHO, donc leur niveau d'oxydation en fait. Et on peut identifier à partir de là des groupes de molécules qui vont être favorablement utilisées, produites, etc. Donc on a pu mettre en évidence que les organismes dans les nuages s'intéressent surtout aux acides carboxyliques en fait, hein. C'est des substrats qui sont très faciles très biodégradables, à des lipides, d'aminoacides. Bon voilà, une cartographie un petit peu de ce qui se passe. Et alors, donc ça c'est bien, mais donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le vrai nuage, c'est pas ça, quoi. C'est pas le bulk qu'on ramène au labo. En fait, c'est ça. Et ça, c'est très important, de la distribution en gouttelettes. C'est-à-dire qu'on a une gouttelette sur 10 000, statistiquement, qui contient une bactérie. Donc, en fait, c'est très euh, aseptique, finalement. Et puis, il y a des échanges à l'interface entre l'eau et l'air, tout ça qu'on ne considère pas du tout là, dans notre système. Donc, on met les choses en présente alors qu'elles ne sont pas dans le réel système. Donc, on est obligé de développer des approches de modélisation, finalement. Donc ça, c'est très bien expliqué dans un papier de ma collègue Barbara Herven, enfin je suis co-auteur aussi, mais qui est également en train d'être publié là. Donc je vous invite à aller le voir, c'est presque de la vulgarisation sur toutes ces questions de qu'est-ce qu'un nuage finalement d'un point de vue euh, biologique, quoi. Donc voilà le nuage tel qu'il est et nous comment on le récupère. Donc on a quelque chose à 10 puissance 3, 10 puissance 5 bactéries par millilitre dans le bulk au labo. Le nuage, on est plus à 10 puissance 9 cellules par millilitre dans la goutte qui contient la cellule. C'est plus du tout le même système, c'est-à-dire qu'on a un truc très chargé en biomasse, mais très hétérogène. La plupart des gouttes contiennent personne, mais celles qui en ont, elles ont beaucoup de biomasse. Ce qui fait que du coup, les nutriments sont vite utilisés, starvation, etc. En fait, tout s'explique et enfin, c'était très, très concordant finalement. Donc très satisfaisant aussi pour nous cette explication-là. Et en fait, c'est vraiment Barbara qui a amené qu'elle est venue après, sur le tard, finalement, à se poser ces questions. C'est une chimiste de l'atmosphère et avec une nouvelle conceptualisation des choses. Et dire, mais voilà, elle a proposé ce nouveau concept et ça nous a fait bien progresser. Donc, on s'est posé plusieurs questions. C'est ma dernière diapo, hein, ou avant-dernière, disons. Plusieurs questions. Donc, la première, c'est est-ce que les micro-organismes peuvent se multiplier significativement dans les nuages? Plusieurs questions qu'on peut traiter en modélisation. Et la deuxième, c'est combien de carbone organique est processé dans le nuage finalement par voie biologique. Donc, est-ce qu'ils peuvent se multiplier significativement dans le nuage? C'est une question de temps hein, et de température. Enfin, bon, 3-4 jours, temps de génération de l'ordre de quelques heures. Bon, donc en fait, ce qu'on a pu estimer, c'est qu'au maximum, on avait un temps de doublement, on avait un doublement cellulaire dans la durée de vie atmosphérique des micro-organismes, donc un doublement de la biomasse en théorie, donc une quantité équivalente de particules secondaires que primaires au maximum, hein. Donc c'est pas vraiment assez pour distordre la biomasse finalement, mais bon, c'est une moyenne. Alors peut-être on peut s'attendre à ce que certains se multiplient pas du tout, pendant que d'autres se multiplient un peu, ce qui fait qu'on a une certaine distorsion. Si on a 10-11 cycles de nuages, au final, on peut avoir une vraie distorsion entre ce qui est émis et ce qui retombe, quoi. Bon, voilà. Alors après, de côté, donc ça, c'était quand même assez simple comme travaux de modélisation. Ce qu'il y a, c'est que pas grand monde s'était posé cette question-là encore. Donc on avait la chance d'explorer quelque chose d'un peu nouveau. Et combien d'organique carbone est processé par les nuages, par l'activité biologique dans les nuages? Donc on a pu montrer qu'en théorie, donc c'est basé sur des manips de labo sur lesquels on a mesuré la biodégradation, etc., appliquée ensuite au modèle que je vous montrais tout à l'heure en gouttelettes, etc., qu'on a une perte équivalente d'organique carbone par les micro-organismes, équivalente à celle des radicaux, des radicaux libres. Donc ce qui est censé, qui est vu comme le driver majeur de la chimie atmosphérique. Donc on a quelque chose d'important. Les processus biologiques sont limités à quelques gouttelettes, comme je disais tout à l'heure, ce qui fait que les composés qui vont être le plus ciblés
par l'activité biologique sont ceux qui vont pouvoir se transférer entre les gouttelettes. Donc, ils sont assez volatiles et assez solubles, comme le formiate, l'acétate. C'est des petits composés quoi, qui vont vraiment. C'est-à-dire que quand la gouttelette est déplétée en ces composés, elle va pouvoir être ré- refilled, on peut dire, par la phase gaz. Bon. Donc, les travaux ici ont pu montrer qu'on avait jusqu'à 20 ppt par heure de formique acide qui était dégradé par voie biologique dans les nuages. Alors ça, c'est plutôt dans la condition de brouillard où la température est plus favorable que dans un nuage à moins 10 degrés, évidemment. Et puis, on a une influence du pH, de la taille des gouttes, etc. Donc, les gens, maintenant, travaillent sur des sensibilités, c'est-à-dire quels sont les paramètres importants, où est-ce qu'on peut avoir sur la Terre des conditions qui permettent d'avoir de l'activité vraiment biologique dans le nuage, significative en termes de cycle biochimique. Bon, voilà, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours là-dessus. Donc, ça, c'était pareil. On avait eu un bon financement, enfin, ouais, qui nous a beaucoup aidé. Vous avez peut-être entendu parler de ça à l'époque. Make Our Planet Great Again, c'était quand Trump avait. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pardon. Donc, évidemment, ben, tout ce que j'ai présenté là, il y a beaucoup de monde qui a travaillé là-dessus. Tout le monde n'est pas là, évidemment. Différentes expertises et je remercie tous ces gens et bien d'autres, en tout cas, euh, pour leur, euh, pour leur travail. Beaucoup de collaborateurs dans le monde, notamment Caroline, mais pas seulement, des collaborateurs locaux, différentes sources de financement à droite à gauche, etc. Voilà, donc je vous remercie également, vous, pour votre attention et je reste évidemment accessible pour, enfin, même avec plaisir pour discuter.